valent moins que le mort des États-Unis. Et vous vous demandez après pourquoi on vous prend pour des animaux. Pourquoi il y a l'esclavage? Pourquoi il y a le néocolonialisme? Mais c'est vous qui encouragez cela. Je n'ai pas entendu une seule critique. Demandez à la MONUSCO pourquoi il n'y a pas de remarques vis-à-vis des États-Unis qui font sortir l'armée à cause d'un seul mort. Et parce qu'il y a des pillages à Baltimore. On peut piller chez nous, pas de problème. Quand on pille à Baltimore, les militaires peuvent sortir, soutenir la police. Quand on pille chez nous, ce n'est pas la bonne chose. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Si vous acceptez cela, acceptez que vous êtes des sous-hommes, que vous ne valez pas comme les autres. Nous saluons au nom du gouvernement de la République, en sa personne, le grand artiste d'abord, auteur de plus de 3000 œuvres de peinture, qui fut notamment le premier Africain à participer à l'exposition biennale de Venise en 1968, en qualité d'invité d'honneur. M. Poyo a marqué la picturale par une technique qui lui était propre et qui est connue sous le nom de ligne continue, c'est-à-dire l'exécution d'un dessin complet avec un trait ininterrompu s'achevant dans sa signature. Mais notre pays salue, à travers Pierre-Victor Mpoyo, davantage l'homme politique qu'il fut. Bien que ses biographes affirment qu'il ne fut pas principalement fasciné par la politique et que ce ne fut qu'une carrière accessoire qui ne l'aurait embrassé que par accident. Il a en effet marqué son passage en politique par une opposition sans embâche au régime du défunt président Mobutu et a participé, comme vous le savez tous, de manière très significative au mouvement de libération de l'AFDL, qui a eu raison de la Deuxième République. Pierre-Victor Mpoyo a exercé alors la fonction de ministre d'État, chargé de l'économie, de l'industrie et du commerce extérieur, puis celle de ministre d'État, chargé du pétrole, dans le gouvernement du héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, dont il avait été un grand ami personnel pendant plus de 40 ans. Il fut également ministre d'État dans le gouvernement constitué après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est dire que les chroniqueurs ont raison d'affirmer qu'à travers sa mort, notre pays a perdu un géant. Paix soit à son âme. Ceci dit, je voudrais à présent vous entretenir de 3 sujets d'actualité. Le premier concerne les arrêtés du ministre de la Justice et garde des Sceaux, complétant les listes antérieures de personnes bénéficiant de la loi d'amnistie, de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et du dossier de la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, parce que bientôt c'est le mois de juin, nous allons basculer de l'analogique vers le numérique. Qu'est-ce que cela signifie pour monsieur tout le monde, pour le téléspectateur de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma? Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur, comme certains essayent de le dire ici et là? Vous verrez qu'il n'y a pas de raison de paniquer. S'agissant des personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014, nous avons 4 vagues successives de personnes qui ont bénéficié de cette loi au cours de ces derniers mois et qui, aujourd'hui même pour la plupart, vont être libérées. Des magistrats sont maintenant même
en attente de ce point de presse, de la confirmation par le gouvernement, pour procéder à la libération de ses concitoyens et ceux qui ne sont pas en prison, qui sont à l'extérieur du pays ou qui sont fugitifs, sauront en attendant leur nom qu'ils peuvent rentrer sans inquiétude dans leur foyer. Concerne l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation sécuritaire dans le Kivu particulièrement est dominée par quelques nouvelles assez bonnes, somme toute, notamment la mort confirmée du sieur Kassada Karume, numéro 3 de la rébellion ougandaise des ADF, contre lesquels les FARDC poursuivent sans désemparer leur offensive dans le Grand Nord et qui ont tué plusieurs centaines d'innocents compatriotes dans cette partie de la République. C'est dans la nuit du 24 au 25 avril que les FARDC ont abattu le précité à Bango, au camp Baroukou, à une centaine de kilomètres de la ville de Beni. Le corps de cet individu a été formellement identifié par tous les services spécialisés. Il faut signaler que le lieu dit camp Baroukou, où a été abattu Kassada Karume, était constitué de 104 cases en tout, construites par les ADF Nalu, en pleine forêt, en pleine jungle. Et il faisait office de quartier général du noyau dur de l'ADF. C'est un véritable coup de maître que viennent de signer nos forces de défense et de sécurité et que nous saluons. Nous saluons ces forces de défense et de sécurité qui multiplient des victoires sur l'ennemi en dépit du changement de stratégie de ce dernier. Nous déplorons malheureusement que des otages, des hommes et des femmes congolais, aient été enterrés par cette force négative et des fosses communes ont été retrouvées au lieu dit camp Baroukou par les FARDC. Les FARDC qui ont donc mis à jour ces fosses communes où l'ennemi a enterré après les avoir exécuté un grand nombre de personnes qu'il détenait en otage, ainsi que les blessés et autres dépendants incapables de se déplacer pour les suivre dans leur fuite. Les enquêtes vont se poursuivre pour identifier ces morts et déterminer ce qu'il en est exactement. Si par ailleurs, l'information livrée par un journal tanzanien, Red Pepper, selon laquelle sieur Jamil Mukulu, numéro 1 de cette rébellion ougandaise ADF, a été appréhendé le 20 avril dernier à Kagezi par les services de sécurité tanzaniens qui auraient trouvé sur lui une dizaine de passeports de nationalités différentes. Si cette information se confirmait, je ne la confirme pas, ce serait effectivement un coup fatal pour cette force négative et le début de la fin du calvaire pour nos concitoyens du Grand Nord. Le gouvernement de la République continue à vérifier cette information qu'il n'est malheureusement pas encore en état de confirmer ou d'infirmer et les voies diplomatiques sont utilisées à cette fin. Quant à la lutte contre les FDLR, je vous annonçais le 9 avril dernier le bilan de 162 FDLR capturés en phase de désarmement forcé. Nous en sommes aujourd'hui à 232 FDLR capturés, parmi lesquels 30 Congolais associés à cette force négative rwandaise et 525 dépendants libérés, soit un total de plus de 700. Si l'on compte également ceux qui se sont rendus en phase de désarmement volontaire, c'est un chiffre de 677 FDLR neutralisés qui s'offrent à nous, soit plus de 50% d'effectifs FDLR tels qu'ils avaient été évalués avant l'opération Soukola 2. Mesdames et messieurs, alors que nous enregistrons ces bonnes nouvelles du front, nous faisons malheureusement face à une nouvelle vague de réfugiés burundais dans le Sud Kivu, consécutive à la situation qui prévaut dans ce pays frère, voisin. Nous avons accueilli 2000
puis encore 2000, soit 4000 réfugiés à ce jour. La solidarité africaine est en train d'agir. Ils vivent chez l'habitant. Le gouvernement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'activent pour leur trouver un lieu d'accueil décent. Mais il est évident qu'un si grand nombre de réfugiés dans un territoire comme Uvira nous pose un problème de capacité d'accueil. Nous travaillons donc avec les services compétents des Nations Unies pour pouvoir les accueillir de manière appropriée. Pour le reste, nous ne pouvons que souhaiter que la situation qui prévaut actuellement au Burundi puisse évoluer et se dénouer par des voies pacifiques qui permettraient à ses frères et sœurs de rentrer rapidement à la maison. En ce qui concerne la migration vers la télévision numérique terrestre, je voudrais rappeler à l'attention de l'opinion nationale que par l'arrêté interministériel signé en date du 25 avril 2015 par le vice-premier ministre en charge de PTNTIC et le ministre de la Communication et Médias, nous avons défini les acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais. Nous avons également procédé à la récupération par l'État congolais des fréquences analogiques dont personne n'aura plus besoin après le mois de juin, qui avait été octroyé aux chaînes de télévision, et nous avons interdit toute importation, toute fabrication et toute importation en République démocratique du Congo des récepteurs TV analogiques, c'est-à-dire des récepteurs TV qui ne sont pas numériques. Le gouvernement a ainsi engagé, même si c'est sur le tard, comme on nous l'a dit, le processus d'arrêt de la diffusion télévisuelle analogique pour passer à la diffusion de la télévision numérique terrestre. Cette migration de l'analogique vers le numérique interviendra de manière effective à partir du 17 juin prochain. Il est donc demandé à tous les téléspectateurs congolais de faire désormais un peu attention lorsqu'ils veulent acquérir un appareil récepteur TV, de ne pas acheter des récepteurs TV analogiques, de n'acheter que des récepteurs TV numériques. Les importateurs et distributeurs de tels appareils doivent également savoir qu'il est interdit désormais de fabriquer et d'importer ou de commercialiser en République démocratique du Congo des récepteurs TV analogiques, puisque la République démocratique du Congo n'est pas la poubelle de l'Afrique. Partout au monde, on est en train de migrer vers le numérique et les gens ont tendance, lorsque nous ne sommes pas suffisamment diligents, à déverser vers nous ce matériel dont on n'aura peut-être plus besoin d'ici quelques années. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui détiennent encore du matériel analogique, c'est que tous ceux qui possèdent de tels récepteurs, et nous les savons nombreux dans nos familles, des télévisions analogiques, ils pourront continuer à recevoir les émissions, même en numérique, moyennant un décodeur qui sera très bientôt disponible, parce que tout se passe donc au mois de juin. Il n'y a donc pas de raison de paniquer, comme nous l'avons entendu certains pousser les Quinois ou les autres Congolais à le faire. Il n'y a pas de raison de penser à se débarrasser de nos bons vieux appareils analogiques. Il suffit d'acquérir les décodeurs qui vont être très bientôt disponibilisés, aussi bien sur les marchés qu'autrement. Le gouvernement va faire une communication là-dessus. Je tiens à préciser que cette décision de basculer de la télévision analogique vers la télévision numérique n'est pas le fait de la seule République démocratique du Congo. C'est une décision de l'Union internationale des télécommunications qui concerne tous les pays du monde et dont la République démocratique du Congo est membre. Nous sommes membres signataires de l'accord de l'Union internationale des télécommunications et nous ne pouvons unilatéralement nous soustraire de cette migration. Le gouvernement tient donc à rassurer nos compatriotes, à les inviter au calme,
car il s'emploie à répondre aux besoins irrelatifs, puisque nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'écran noir ou d'écran bleu vers la mi-juin en République démocratique du Congo. Des facilités sont à l'étude au niveau du gouvernement, au niveau des opérateurs des médias, au niveau des usagers, afin de les accompagner dans cette phase de modernisation s'agissant des adaptations nécessaires pour être à jour par rapport aux équipements de production et de réception au format numérique. Il faut donc arrêter de propager de fausses nouvelles. Il faut s'adonner plutôt à un travail pédagogique concomitamment avec celui que les experts du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre sont en train d'entreprendre pour expliquer à nos concitoyens les avantages de cette nouvelle technologie. Je vous remercie. Voilà. Nous passons donc à la deuxième partie qui concerne le débat ou l'échange entre le ministre et porte-parole du gouvernement et la presse. Sur ce, nous prenons une question à chacun et le ministre va intervenir à chacune d'interventions. Merci. Merci beaucoup. Christian Ilongo pour B1. Monsieur le ministre, vous avez évoqué les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles de l'Est. Parmi les mauvaises, il y a la création d'une nouvelle rébellion. L'information confirmée par les gouverneurs du Nord Kivu, mais silence radio côté gouvernement. Le gouvernement n'est pas en mesure de confirmer cette information. Le gouverneur du Nord Kivu a ses sources, le gouvernement a les siens. Nous attendons que nos services, qui sont à pied d'œuvre, nous disent ce qu'il faut penser exactement de cette bien curieuse initiative. Est-ce que c'est quelque chose de crédible qui mérite vraiment de nous inquiéter ou non? Parce que ce n'est pas tous les vents qui doivent nous inquiéter. Il y a des vents qui peuvent passer sans vous inquiéter, vous et nous. Nous attendons et vous serez informés au moment opportun lorsque les services compétents nous donneront des choses beaucoup plus détaillées. Mais nous suivons l'affaire et le fait que le gouverneur ait pu confirmer cela est pour nous source de préoccupation. C'est pourquoi nous y avons mis tout le sérieux avec tous les services compétents pour nous donner des informations beaucoup plus détaillées. Cyril Milandou, Radio Top Congo FM. Monsieur le ministre, je vous ai suivi, mais je n'ai pas entendu les noms de certains bénéficiaires de la loi d'amnistie, tels que Maître Firmé Yangambi. Il y a aussi Prince Willy Michiki. Pour quelles raisons est-ce le gouvernement devait-il pas se dédire pour avoir annoncé qu'il transportait une cargaison d'armes? Merci beaucoup. Je ne sais pas d'où vous tirez l'impression qu'il y a des noms des bénéficiaires d'une amnistie. Une loi d'amnistie ne comporte pas de nom de bénéficiaires. Une loi d'amnistie est totalement basée sur des catégories d'infractions. Je ne connais pas de loi d'amnistie où le Parlement dit « j'amnistie monsieur un tel, monsieur X, monsieur Y ». Ça n'existe pas. La loi dit « j'amnistie les auteurs de ce type d'infraction » et on cite les infractions. Il appartient au gouvernement de mettre dans ces catégorisations des personnes en fonction des dossiers judiciaires, des jugements qui ont été rendus par la justice. Donc c'est une très mauvaise interprétation que de prétendre qu'il y a des gens, parce que nous les connaissons, ou parce qu'ils sont nos amis, qui seraient bénéficiaires d'une loi d'amnistie. Non. Est-ce que leur cas rentre dans la catégorisation de la loi? Si c'est oui, leurs avocats n'ont qu'à saisir le ministre de la Justice et à prouver que leur cas rentre dans la catégorie qui a été déterminée par la loi. Et le ministre de la Justice n'a aucune raison de laisser quelqu'un en dehors. Tout le reste, c'est des interprétations. Tout le reste, c'est des pressions qu'on a pris l'habitude d'exercer sur la justice. Je ne vais pas vous suivre sur ce chemin-là. Il faut que les avocats nous disent exactement en quoi ces gens-là rentrent dans la catégorie. Donc il n'y a pas d'amnistie réservée pour Maître Yangambi, que je connais très bien.
un qui m'est très sympathique, mais il n'y a pas de loi d'amnistie qui lui soit réservée. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun individu qui ait une loi d'amnistie pour lui. Ça n'existe pas. Il ne faut pas raconter des histoires. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, comment analysez-vous les événements actuels au Burundi et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour sécuriser la population et protéger nos frontières? Deuxième question, l'Amnesty International section Sénégal et Y en a marre et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme avaient prévu d'organiser un rassemblement devant l'ambassade de la RDC au Sénégal hier jeudi. Malheureusement, ou heureusement, ce rassemblement n'a pas eu lieu, il a été interdit. Quelle suite réservez-vous, le gouvernement, en temps réservé à cette affaire qui prend de plus en plus de l'ampleur sur le plan international? Bien, en ce qui concerne le Burundi, nous n'avons pas de commentaires à faire sur des problèmes qui se passent dans un pays autre que la République démocratique du Congo. Vous savez à quel point nous souffrons, nous, des ingérences de pays étrangers sur nos affaires. Donc, ce qui se passe au Burundi est un problème qui concerne les Burundais. Ne vous attendez pas à ce qu'un gouvernement responsable comme celui de la RDC se transforme maintenant en je ne sais quel Deus ex machina, dirigeant de la région des Grands Lacs, patron des pays. Au nom de quoi nous allons aller faire des commentaires sur ce qui se passe au Burundi? Les Burundais font leur lit comme ils entendent se coucher. Ceux qui veulent s'immiscer dans les affaires du Burundi sans être Burundais ont tort. Nous les condamnons et nous n'allons pas faire comme eux. Ça ne nous regarde pas. Nous nous occupons de nos frontières. Je venais de vous donner nos préoccupations. C'est lorsqu'un Burundais traverse la frontière, se retrouve au Congo-Kinshasa, au sud Kivu, perturbe notre écosystème, perturbe la quiétude de nos compatriotes d'Ouvira. Ça nous préoccupe et nous parlons avec les Nations Unies pour leur trouver un logement décent pour que la paix puisse régner chez nous. Ça se limite à ça. Nous n'avons pas à faire autre chose. En ce qui concerne le Sénégal, effectivement, ce principe est violé par ce que vous appelez Amnesty Sénégal. Un certain nombre d'organisations sénégalaises auraient projeté de marcher aujourd'hui au Sénégal contre le gouvernement de la RDC. Mais laissez-moi rire. Des Sénégalais au Sénégal qui marchent contre la RDC. Mais la RDC, c'est quoi? Une province du Sénégal? Depuis quand? Pourquoi les affaires qui se passent au Congo doivent faire l'objet de marches ou de protestations ou d'interpellations? Pourquoi le gouvernement congolais doit être interpellé sur des problèmes congolais par des citoyens sénégalais au Sénégal? Je ne crois pas que les Sénégalais ont affaire avec les institutions congolaises. Donc, il y a eu une marche prévue contre notre ambassade à Dakar et que le préfet de Dakar a interdit cette manifestation. Je m'interdis même de commenter l'interdiction du préfet de Dakar. Je ne l'approuve pas, je ne la désapprouve pas. Ça regarde le préfet de Dakar qui décide s'il peut autoriser une marche à Dakar parce qu'il s'agit d'une marche de Sénégalais au Sénégal. Et je voudrais que les gens fassent comme nous. Nous n'avons pas à nous mêler des problèmes de gestion quotidienne de la vie publique dans ce pays, qui est un pays frère, c'est vrai, mais qui n'est pas une partie de la République démocratique du Congo. Et les associations sénégalaises doivent comprendre que nous ne sommes pas une province de leur pays. Ils n'ont pas à venir ici s'immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils comprennent que les gens pour qui ils veulent marcher ont affaire, sont d'abord des Congolais. Ils ont affaire non au gouvernement de la RDC, qui est représenté par cette ambassade, mais ils ont affaire à la justice de leur pays. Il y a plein de gens aujourd'hui dans des prisons au Sénégal, à commencer par M. Hissène Habré, qui est en prison au Sénégal. Je n'ai pas entendu des gens marcher au Sénégal contre les juges sénégalais qui ont gardé M. Hissène Habré. Il y a le fils de l'ancien président, M. Karim Ouad, qui est en prison aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ces amnesties sénégales et tout ça marcher contre la justice sénégalaise. Pourquoi doivent-ils marcher contre des institutions congolaises qui gèrent leurs compétences vis-à-vis de citoyens congolais? Mais depuis quand le Congo est devenu une partie du Sénégal? C'est peut-être ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas encore arrivé.
Nous sommes un pays différent du Sénégal. Donc les Sénégalais doivent s'occuper des institutions sénégalaises. Nous n'avons aucune redevabilité vis-à-vis des Sénégalais. Ils n'ont rien à nous demander. Nous, on n'a aucun compte à leur rendre. Le jour où vous me direz que des Congolais ont marché au Congo, voire même au Sénégal, pour interpeller leur gouvernement, je répondrai. Mais que des Sénégalais marchent au Sénégal pour nous interpeller, mais au nom de quoi? Ils nous ont donné quel mandat, nous, gouvernement congolais? La redevabilité du gouvernement congolais s'arrête vis-à-vis des citoyens congolais? Vous voulez que votre gouvernement ait à s'expliquer devant des citoyens sénégalais? Si un jour ils décident que nous leur donnions de l'argent, votre argent, nous devons leur donner pour qu'ils ne marchent pas contre nous, c'est ça que vous voulez? C'est totalement ridicule. Donc on n'a pas inventé la roue, et ce n'est pas le Sénégalais d'Amnesty ou de Yanamar qui va inventer le pays qui s'appelle CNRDC. Non, nous sommes la RDC. Nous n'avons des comptes à rendre qu'au peuple de la RDC. Et qu'ils aillent demander des comptes à leurs dirigeants, à eux, et les vaches seront bien gardées et Dieu reconnaîtra les siens. Donc, nous ne sommes pas le gouvernement du Sénégal, ils ne sont pas le peuple du Congo, ils n'ont rien à nous demander et je n'ai rien à leur dire. Et qu'ils restent à leur place et s'occupent de leur pays. Voilà ce que je peux leur dire. Merci. Monsieur le ministre, Alain Kouka pour le compte d'Antena. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des affaires qui sont comme des vents qui passent. Peut-on dire que l'affaire fosse commune de Maluku est un vent qui est passé? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des enquêtes qui se poursuivent? J'ai deux petites préoccupations. Ça, c'était la première. Deuxième préoccupation concernant toujours l'affaire fosse commune de Maluku. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de lien établi entre les personnes qui ont été enterrées à Maluku, au cimetière Fula Fula, et les morts que nous avons déplorés au mois de janvier. Vous avez parlé de 27 morts, les ONG ont parlé de 42 morts, mais ma préoccupation est celle-ci. Quand est-ce qu'il faut-il faire intervenir l'armée pour mater une manifestation violente? Nous avons vu à Baltimore, il y a des pillages, on a fait intervenir l'armée. Ici, vous avez fait intervenir l'armée au mois de janvier. Est-ce que vous regrettez cette décision aujourd'hui? Très bonne question, mais je vais commencer par le commencement. Ce que j'ai dit ne concerne pas Maluku. Les gens ont le droit de se poser des questions sur comment on enterre leurs indigents. Ça, c'est quand même une question sérieuse. Mais on n'a pas le droit de mentir, prétendre que ces indigents-là, c'est des gens qui les ont tués pour aller les enterrer. C'est pourquoi nous avons chargé un magistrat au cas où une information nous aurait échappé. Lui qui est un professionnel qui puisse glaner l'information. Et il a lancé un appel à témoins. Et jusqu'au moment où nous parlons, d'après les rapports d'étape que le ministre de la Justice a rendus publics, il y a encore des rapports, même les rapports de l'enquête judiciaire commandée pour les événements de janvier ne sont pas encore rendus publics, hein, de 19, 20 et 21. On va les rendre publics. Et pour votre gouverne, j'étais en train d'écouter la radio concernant ces présomptions de viol contre des militaires français en Centrafrique. C'est des faits qui remontent à 2013. Hein. Ce n'est que maintenant que l'enquête commence. Au niveau du ministère de la Justice en France, au niveau du ministère des Armées en France et au niveau du parquet à Bangui. 2013. Ici, on est impatient parce que des choses se sont passées en mars. Où sont les conclusions? Non. Une enquête judiciaire, c'est quelque chose de sérieux. Il faut aller jusqu'au bout, il faut creuser. Il se pourrait qu'il y ait de la vérité. Alors, notre magistrature a lancé un appel. Si quelqu'un sait qu'il y a un lien entre les gens qui sont dans cette fosse commune et un crime quelconque, que ce soit dans le cadre des manifestations de janvier ou pas, qu'il se manifeste. Jusqu'au moment où nous parlons, on a eu deux familles qui se sont présentées et qui n'ont pas parlé de manifestants de janvier comme on a voulu le dire, qui ont parlé d'événements qui se sont déroulés 1 an auparavant. Enfin, on ne peut pas avoir tué des gens il y a 1 an et attendre pour les enterrer seulement le 19 mars. Ça n'a aucun sens. Comment on aurait conservé ce corps-là? Donc vous voyez bien que personne ne s'est manifesté. Peut-être qu'ils se manifesteront. C'est pourquoi il ne faut pas se presser de clôturer des enquêtes.
Mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté. Vous et moi, nous constatons cela. Nous n'allons pas dire c'est un vent, puisque c'est encore ouvert. Et je réitère l'appel du magistrat. Si quelqu'un sait qu'il se manifeste, il ne suffit pas d'aller raconter dans les médias pour salir les gens. Le juge est là, le magistrat est là. Dites-lui, moi je crois que mon frère est là-dedans. Moi je crois que mon ami est là-dedans. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Alors nous verrons à la fin de la procédure ce que cela pourra très bien donner. Maintenant, venons-en à l'intervention des militaires. 2 cas. Baltimore, aux États-Unis, 1 mort. Un jeune homme que la police arrête, qui donne des coups de tête sur les barreaux de la fourgonnette où on l'a mené, et qui meurt en prison. Et il y a des manifestations assez violentes de la communauté noire. Et le président Obama mobilise l'armée pour venir au secours de la police. C'est normal. Je n'ai pas entendu ni Human Rights Watch, ni la MONUSCO dire qu'il y a un problème. Pourtant, les Nations Unies sont membres, les États-Unis sont membres des Nations Unies. Je n'ai pas entendu un communiqué de New York. Pourquoi vous amenez des militaires dans la rue à New York, à Baltimore et tout ça? Nous avons eu 27 morts ici. Et nous n'avons même pas envoyé les militaires pour arrêter des gens. Nous avons envoyé des militaires faire des patrouilles de dissuasion. Ils ne sont même pas descendus de leur véhicule. Vous avez entendu les communiqués de la MONUSCO. Vous avez suivi le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, sans prendre au gouvernement. Donc le mort de Baltimore est plus important que les 27 morts congolais. Et vous, journalistes congolais, vous approuvez cela, vous riez. Donc vos morts à vous valent moins que le mort des États-Unis. Et vous vous demandez après pourquoi on vous prend pour des animaux. Pourquoi il y a l'esclavage? Pourquoi il y a le néocolonialisme? Mais c'est vous qui encouragez cela. Je n'ai pas entendu une seule critique. Demandez à la MONUSCO pourquoi il n'y a pas de remarques vis-à-vis des États-Unis qui font sortir l'armée à cause d'un seul mort. Et parce qu'il y a des pillages à Baltimore. On peut piller chez nous, pas de problème. Quand on pille à Baltimore, les militaires peuvent sortir, soutenir la police. Quand on pille chez nous, ce n'est pas la bonne chose. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Si vous acceptez cela, acceptez que vous êtes des sous-hommes, que vous ne valez pas comme les autres, et cessez de vous offusquer quand on vous insulte. Cessez de dire qu'il y a des racistes. Acceptez que vous êtes des sous-hommes, qu'il y a une sous-humanité et que nous en faisons partie. Voilà tout. Donc ce n'est pas acceptable. 1 et 1 font 2. Nous avons été à leur école, nous savons que c'est comme ça. On ne vous nous dira pas que ce qui se passe aux États-Unis est plus grave que ce qui s'est passé ici au mois de janvier, parce que le monde est tellement petit, nous suivons tous l'actualité. Et donc si on peut donner la garde nationale là-bas, on peut bien donner de l'armée ici pour soutenir les patrouilles de la police. Et nous récusons les critiques qui ont été faites par la MONUSCO et par le Bureau conjoint des Nations Unies, parce que c'est 2 poids, 2 mesures. C'est du racisme. Nous n'acceptons plus cela. Élisée Odia, Congo Web Télévision. Vous avez parlé d'une marche interdite au Sénégal, de politique de 2 poids, 2 mesures en faisant allusion à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que cela peut justifier la répression que certains sont en train d'accorder ou de mettre ça dans le dos du gouvernement par rapport à la marche de l'UDPS du 24 avril dernier? Votre lecture par rapport à cette situation? Mais également, juste une préoccupation par rapport à la santé du président de la CENI. Je sais que vous êtes d'une autre institution, mais la santé est quand même préoccupante, surtout aux yeux de l'opposition qui s'inquiète. Et selon l'opposition, ça met à mal quand même l'équilibre au niveau de la centrale électorale. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Tout d'abord, je pense qu'en ce qui concerne la première partie de votre question, je ne suis pas au courant qu'il y ait eu une répression en tant que telle de la marche de l'UDPS. Pour réprimer une marche, il faut qu'elle ait eu lieu.
il y a eu une interpellation avec conduite au poste, vérification de papiers d'identité, et puis remise en liberté de 4-5 personnes que la police estimait qui obstruaient la voie publique. C'est ce qui se fait partout, dans tous les pays de vieille civilisation. Lorsque vous obstruez la voie publique avec une manifestation que la police n'a pas autorisée, c'est ce qui se fait, on vous interpelle, on vous amène au poste, c'est ce qu'on faisait avec nous, même en Belgique, quand nous manifestions contre le défunt Mobutu, on vérifie votre identité, puis vous rentrez à la maison. Je ne sais pas si ça s'appelle répression, mais il n'y a personne de l'UDPS qui est en prison suite à cela. Nous constatons simplement que la population ne suit plus, surtout qu'il y a des mots d'ordre un peu irrationnels. Les gens savent qu'on a enterré des indigents, vous dites non, on fait un deuil national parce qu'on a tué des gens. Il faut prouver cela. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'était la santé de M. l'abbé Malou Malou. Oui, si ces leaders de l'opposition ont des solutions, M. l'abbé Malou Malou est malade. Malgré tout, il travaille. Il est venu, et il a travaillé, puis il est reparti pour continuer sa convalescence, et il va revenir à ma connaissance. S'ils ont des informations médicales qui peuvent aider notre compatriote, l'abbé Apollinaire Malou Malou, à recouvrer sa santé plus rapidement, nous sommes intéressés, peut-être la commission est intéressée, la famille d'Apollinaire Malou Malou est intéressée, sa congrégation religieuse est intéressée, mais en dehors de cela, dites-moi, en quoi ça les concerne? La santé d'un homme. C'est même indécent. C'est même indécent. C'est au-delà de tout, de la grossièreté, de pouvoir faire de la santé d'un homme un sujet de débat politique. C'est honteux. C'est montrer qu'on n'a plus d'arguments, on est à vide, comme si la commission électorale indépendante est une chose entre les mains de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Il y a un vice-président, pourquoi? Il y a une commission, un comité, pourquoi? Si ça ne dépendait que de lui, la commission ne tournerait pas. Nous ne serions pas en train de déposer nos candidatures pour les élections provinciales. Qui a dit qu'il faut qu'il soit physiquement là? Et physiquement, il était là. Nous n'avons pas vu les cadeaux qu'ils lui ont apportés. Nous n'avons pas vu l'aide qu'ils lui ont apportée. S'ils connaissent un médecin qui peut miraculeusement en finir avec les ennuis qu'il a de santé, qu'ils lui disent. Et je pense qu'il ira là-bas, mais en dehors de cela, qui les autorise comme ça à étaler les problèmes de santé d'un homme? Je pensais que c'était interdit. Dans la déontologie des hommes politiques, ça devrait être interdit. Il faut quand même que les hommes politiques comprennent qu'il y a une limite. Les problèmes de famille, les problèmes de santé, il y a quand même des limites. Il faut respecter ces choses-là. Voilà. Pour les comptes d'Afrique TV. Monsieur le ministre, vous avez annoncé que d'ici le 17 juin, on va basculer de l'analogie au numérique. Et pour ceux qui ont des récepteurs analogiques, il n'y a pas à paniquer. Il suffit juste de se procurer d'un décodeur pour avoir le signal. Moi, je me demande, est-ce que le gouvernement a quand même pensé au coût de la population? Au fait, pour être très précise, aux foyers, par exemple, qui vivent au fin fond des Maloueka, par exemple. Mais c'est ce que je venais de vous dire, madame. Je vous ai dit que le gouvernement est en train de résoudre ce problème-là. Alors laissez le gouvernement annoncer les solutions au lieu de me tirer le verre du nez. Nous sommes encore à la fin du mois d'avril. C'est le 17 mai. Laissez-nous résoudre ce problème. Je vous ai dit que nous sommes au mois de juin. Alors, le 17 juin, nous sommes en train de résoudre ce problème. Vous verrez bien, parce que la commission qui est chargée de cette question va se répandre dans l'ensemble de la ville, sur l'ensemble du pays, pour indiquer les solutions que le gouvernement a trouvées. Prenez un peu patience. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous prenons la toute dernière intervention, RFI. Monsieur le ministre, vous venez de parler que c'est indécent de parler de la santé de quelqu'un. Alors, quelle différence faites-vous entre parler de la santé de Malou Malou et parler de la santé de Tshisekedi? Monsieur l'abbé Malou Malou n'est pas le président de la République. Il n'a pas la prétention de diriger une institution publique congolaise de ce niveau, la présidence de la République. Monsieur l'abbé Malou Malou est tombé malade après avoir été
désigné à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Il est venu ici, il a fait son travail, il est reparti en convalescence. Personne ne nous a dit qu'il est à l'article de la mort. Personne ne nous a dit qu'il est incapable de travailler. Il travaille, puisque parfois il préside des réunions. Nous ne voyons pas en quoi cette façon-là de dire qu'on donne, même lorsqu'on demande des nouvelles de la santé de M. Tshisekedi, on n'a jamais été jusqu'à dire qu'on nous donne son bulletin de santé. On veut savoir s'il sera capable d'assumer les fonctions de président de la République qu'il n'a pas encore eu. Vous comprenez? Mais l'abbé Malouma doit tomber malade en étant président de la Commission électorale nationale indépendante.